Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Dans cet épisode de votre podcast Phénomène, le meurtre de Greenbrier est célèbre dans la culture nord-américaine comme étant le seul cas recensé dans les annales judiciaires où l'affaire est résolue grâce au témoignage de la victime qui est morte. Bienvenue dans Phénomène, sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Le 23 janvier 1897, à Lewisburg, en Virginie occidentale, le corps sans vie de Zona Sue est découvert au pied des escaliers de son domicile par Andy Jones, 11 ans, fils d'un voisin qui était venu faire quelques travaux. L'enfant est pris de panique et se précipite chez lui avant de prévenir sa maman qui se hâte d'aller alerter le médecin local. C'est le docteur Knapp, le jeune voisin, Andy Jones, par informer de la triste nouvelle, le mari de la défunte, Edward Sue, le forgeron de la ville. Lorsque le médecin arrive sur les lieux, Edward est déjà là et pleure à chaudes larmes en berçant tendrement la tête de son épouse entre ses bras. Le docteur Knapp commence l'examen du corps, mais il ne peut en ausculter ni le crâne ni le cou car le mari ne veut pas lâcher la tête de sa femme. Il le repousse violemment entre deux sanglots dès que le médecin tente de s'en approcher. Pour ne pas heurter la peine de l'homme, accablé de douleur par la perte de son épouse, l'examen est incomplet et en dépit du peu d'éléments, le médecin conclut néanmoins à une mort naturelle due à une crise cardiaque causée par des complications de grossesse. Edward ne laisse personne d'autre que lui s'occuper de la toilette et de l'habillement du corps de la défunte en vue des funérailles. Il vêtit son corps d'une robe à col, montant et enserre son cou d'une écharpe en prétendant que c'était la préférée de son épouse. Le corps de Zona est amené dans sa ville natale, Big Sewell Mountain, chez sa mère, Mary Heister. Lors de la veillée funèbre, Edward reste toujours à proximité du cadavre, empêchant quiconque de s'approcher de son visage. L'enterrement a lieu et tout le monde essaye d'oublier cette dramatique mort subite. Tout le monde, sauf la mère de la défunte, Mary Heister. Celle-ci n'avait jamais aimé son gendre, elle se réfugie alors dans la prière, espérant y trouver les réponses à ses questionnements et peut-être la confirmation de ses soupçons. Et ses prières sont entendues. Un mois après les funérailles de sa fille, Mary Heister raconte à qui voulait l'entendre que l'esprit de Zona lui était apparu 4 nuits consécutives pour accuser son mari de son assassinat en donnant des détails sur ces circonstances. Edward l'aurait tué dans un accès de colère, provoqué par le fait que le dîner n'était pas prêt alors qu'il rentrait du travail. Il lui avait brisé le cou en l'étranglant. Mary Heister, la mère, et son beau-frère John se rendent alors chez le procureur de la ville de Lewisburg. Il s'appelle John Preston. Celui-ci est tout d'abord sceptique, mais ces deux visiteurs sont suffisamment convaincants pour qu'ils consentent à ouvrir une enquête. Le docteur Knapp reconnaît que les conclusions de son examen post-mortem ont été erronées dans la mesure où l'examen était incomplet. De plus, des recherches dans le passé d'Edward Sue, le mari, ramènent plusieurs doutes. Il apparaît pour les enquêteurs comme étant un homme notoirement violent qui avait fait de la prison, mais surtout qu'il avait déjà été marié 2 fois et que ses précédentes épouses étaient mortes dans des circonstances étranges, voire suspectes. Bien sûr, ces 2 décès avaient eu lieu sans autre témoin qu'Edward Sue. Malgré les contestations virulentes d'Edward, le corps de Zona est exhumé pour une autopsie dont les résultats sont accablants, 2 vertèbres cervicales fracturées, leurs ligaments déchirés et la trachée écrasée et des marques de strangulation sur le cou. Bien qu'il ne cesse de clamer son innocence, Edward est arrêté et accusé du meurtre de son épouse. Le procès a lieu le 22 juin 1897. On ne dispose aujourd'hui que des comptes rendus des journaux de l'époque, comme par exemple celui du Greenbrier Independent qui retranscrit la déposition de Mary Heister, la mère, citée par la défense qui voulait discréditer l'accusation aux yeux du jury avec ce témoignage surnaturel. Quand l'avocat de son gendre lui demande si elle n'a pas rêvé les apparitions de l'esprit de sa fille, elle répond « Ce n'était pas un rêve, elle est revenue pour me dire qu'il était fou de rage de voir que son repas n'était pas prêt. Elle est venue 4 soirs de suite et c'est au 2e soir qu'elle m'a dit qu'il l'avait étranglée. » Fin de citation. Aux instances de l'avocat, elle répond « Non monsieur, ce n'était pas un rêve, j'étais complètement éveillée, elle avait sur elle la robe qu'elle portait le jour où elle a été assassinée. » La manœuvre de la défense ne fonctionne qu'à moitié puisque ces accusations reposent sur des faits surnaturels.
Un autre journal, le Baltimore américain, nous raconte que l'esprit de sa fille lui a rendu visite pour accuser son mari de son propre assassinat. Et c'est après seulement 1h30 de délibération que le jury condamne Édouard Sou à la prison à vie. Ce verdict n'est pas motivé par le témoignage venu de l'au-delà, qui a en effet eu un effet négatif sur le jury et la presse, mais par le faisceau de preuves circonstancielles constitué par le passif violent de l'accusé et par ses 2 veuvages précédents pour le moins douteux. Il meurt le 1er mars 1900 à la prison de Moundsville, en Virginie occidentale. Bien que personne n'ait jamais douté de sa bonne foi, on est en droit de se demander si Mary Easter, la mère, a réellement reçu la visite de l'esprit de sa fille défunte. Peut-être que oui, après tout, a-t-elle été inconsciemment influencée par un article racontant une histoire similaire qui se serait passée en Australie, article paru dans l'édition même où était annoncé le décès de sa fille. L'a-t-elle lu ? Il est raisonnable de penser que oui, dans la mesure où à la fin du 19e siècle, la lecture des journaux était l'une des rares distractions à la disposition des populations de petites villes. Quoi qu'il en soit, l'histoire du fantôme de Greenbrier, qui revient de parmi les morts pour accuser son meurtrier, est devenue partie intégrante de la culture états-unienne, avec plusieurs adaptations théâtrales et littéraires, ainsi qu'une comédie musicale. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur West Track Radio.